Ils avaient prédit une guerre éclair de 4 semaines. Mais avec la mort d'Ali Khamenei, le plan de Washington vient de dérailler. Voici pourquoi le conflit Iran-USA de 2026 pourrait devenir le pire bourbier de l'histoire. Ne vous trompez pas, ce qui se passe à Téhéran aujourd'hui va décider du prix de votre essence demain. Entre frappes chirurgicales et menaces sur le détroit d'Ormuz, jusqu'à quand cette guerre va-t-elle durer? L'Iran a encore des ressources. Images du consulat américain frappé hier à Dubaï. 4 images donc et 3 enjeux majeurs aujourd'hui. Derrière ces images, faut-il voir le spectre de la guerre longue? Oui, cette guerre va-t-elle durer longtemps, plus longtemps que Trump lui-même ne l'avait imaginé? Et s'il était déstabilisé, obligé de pousser son industrie de défense à accélérer, revoyant ses objectifs à la baisse? Deuxième enjeu, l'Iran tient, et plus que ça, répond avec une vigueur qui surprend. Alors, certes, vous allez le voir, les chiffres de tirs seraient en baisse. Mais est-il possible de voir la guerre se terminer dans quelques jours seulement quand on voit l'Iran maintenir un rythme soutenu, souvent sur des sites américains symboliques et avec une arme terrible entre les mains, le détroit d'Ormuz? Téhéran annonce donc la prise de contrôle de ce détroit. On parle même de bataille navale, vous l'avez compris, nous y retournerons dans quelques instants. Et puis le troisième enjeu, et nous? Qu'allons-nous faire, nous? Pourquoi faire le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée? La France peut-elle même être entraînée dans l'embrasement de l'Iran, de toute la région? L'édition spéciale se poursuit avec le grand dossier sur LCI. Nous serons en direct de toutes ces zones où le conflit ne cesse de s'intensifier avec nos nombreux reporters, et on les en remercie, qui sont toujours mobilisés. Nous serons à Téhéran, nous serons à Jérusalem, nous serons dans le détroit d'Ormuz, à Washington, à Beyrouth. La guerre va durer. Les Iraniens en ont la certitude, ils peuvent tenir, et les Israéliens sont plutôt d'accord avec ça. Écoutez, regardez. Nous voyons une baisse du nombre de salves de missiles tirées depuis l'Iran. Il y a moins d'envois depuis l'Iran, mais l'Iran a encore des capacités de frapper Israël et nous continuerons à les éliminer. Nous pouvons poursuivre la guerre aussi longtemps que nous le souhaitons. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, vous l'avez compris, nous sommes donc avec Elisabeth Shepard-Selam, que je salue, j'en suis ravie. Merci beaucoup, maîtresse de conférences et directrice du programme politique et relations internationales à l'Université de Tours. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité. Merci encore une fois au colonel Perdion d'être resté avec nous. Vous êtes consultant défense géopolitique LCI. Rebonjour, colonel. Lucas Manger, ravi de vous retrouver également. Précieux de vous entendre pareillement. Vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste des questions internationales. Et Claire Cambier, bien sûr, ravi également. Vous êtes journaliste international LCI. Mais d'abord, l'extension du domaine de la guerre, pour citer un livre de Pierre Servant que j'embrasse. L'OTAN obligée d'intervenir. La Turquie a détruit un missile tiré depuis l'Iran vers son espace aérien. Les Alliés l'ont donc détruit. Et regardez cette image qui émerge ces dernières minutes de débris. L'OTAN qui condamne le ciblage de la Turquie par l'Iran après ce tir. Ça veut dire extension du domaine de la guerre? Mais très clairement, mais on l'a vu déjà avec Chypre, par exemple, qui est quand même un membre de l'Union européenne et avec les bases britanniques, donc des alliés de l'OTAN. On a vu une extension peut-être un peu inattendue. On s'attendait au Moyen-Orient, sur Israël bien évidemment, mais que ce soit les alliés de l'OTAN, de l'Union européenne, là on s'y attendait moins. Il faut quand même souligner que de la part d'une ministre des autorités turques, eux assurent que ce n'est pas la Turquie qui était visée. On sent qu'ils tentent de faire redescendre la pression. Mais militairement parlant, bien évidemment que oui. De toute façon, le problème, en fait, ça me rappelle le livre de Régis Debray, Les Tous Azimuts. En fait, le problème de l'Iran est totalement isolé. Il y a peu de pays qui l'aident, ou en tout cas qui émettent des messages favorables. Et donc, bilan d'opération, tout le monde est ennemi. Donc, en fait, ils appuient sur tous les boutons. Non seulement ça, mais en plus, ils ont perdu leur système de commandement. Parce qu'on ne peut pas recréer un système de commandement comme ça, ex nihilo, quelques jours après. Même si on l'a prévu, même si on l'a organisé, bien évidemment, il faut que les décisions se prennent. Donc, très concrètement, ils ont perdu la tête. Khamenei a disparu, le système de commandement a disparu. Il faut créer un nouveau système. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une délégation de pouvoir et d'autorisation de tir qui est extrêmement basse, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont fait du ciblage et ils appuient sur tous les boutons en même temps. Bon, on a entendu les États-Unis, conférence de presse cet après-midi, ils ont été interrogés sur ce sujet parce que c'est très important. Ils ont dit qu'il n'y aura pas d'article 5 déclenché, malgré l'intervention de l'OTAN. Mais
Ça veut dire quoi? Ça veut dire entrer dans la danse de la Turquie qui jusqu'à maintenant est plutôt restée en retrait. Ça veut dire escalade malgré tout dans la région, encore une fois. Ça veut dire aujourd'hui pas d'article 5, c'est-à-dire que tout le monde essaye de contenir un petit peu. C'est-à-dire que je pense que on voit de ces dernières 48 heures que les Américains n'avaient pas forcément anticipé l'extension du conflit iranien à la région au sens large. Peut-être qu'ils avaient anticipé le Golfe, ils avaient dit attention, il faut évacuer les personnels essentiels. Voilà. La Turquie, Chypre, pourquoi pas la Grèce bientôt ou pas. Enfin, je veux dire, ils ont la capacité de le faire. Et comme le disait le colonel, le fait que les décisions se fassent de manière décentralisée, avec un sentiment qu'ils n'ont plus rien à perdre. Aujourd'hui, les États-Unis disent on déclenche pas d'article, on verra demain, on verra après-demain, parce que quand même, ça s'étend. Ça tombe à l'instant. La Turquie convoque l'ambassadeur iranien. Donc on va vraiment suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui se joue là. Encore une fois, c'est l'OTAN qui est intervenue cette fois pour intercepter et détruire ce missile dont vous voyez le débris ici. La question qui va revenir régulièrement dans cette émission, il y en aura deux. Le tournant est-il déjà intervenu? Et la guerre va-t-elle malgré tout durer et longtemps? Donc le tournant est-il déjà intervenu? Les Américains ont-ils déjà pris le dessus? Washington a en quelque sorte déjà revendiqué la victoire tout à l'heure, lors de la prise de parole du secrétaire de défense des États-Unis qui l'assure, régime quasi décapité, un sous-marin iranien torpillé, maîtrise sans intervention au sol. Écoutez ses propos. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Comme une équipe de football qui a perdu sa stratégie. Ils ont perdu l'avantage. Leur leader est mort. Hier, dans l'océan Indien, un sous-marin américain a coulé un navire iranien. Nous sommes en train de prendre le contrôle de l'espace aérien et maritime sans troupes au sol. Elisabeth, Washington a raison de revendiquer sa victoire, d'assurer qu'ils ont pris le contrôle, qu'ils ont la maîtrise. Alors moi je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à Pete Hegseth, que Pete Hegseth est quand même, on va dire, plus un communicant qu'un grand stratège. Il était chez Fox News. Que moi, je veux bien entendre un discours de Dan Kane ou de militaire pour dire qu'on a gagné, parce que jusqu'à ce que j'entende ça, moi je veux confirmation. La deuxième chose, c'est qu'il ne parle jamais de gouvernance. On peut contrôler beaucoup de choses, on n'a pas encore le contrôle sur les régimes. Tant qu'on n'a pas le contrôle sur le régime, ce n'est pas gagné. C'est pour ça qu'on parle de durée et de la duration d'une guerre avec bien évidemment des approximations. On n'entend pas la même discours de victoire des Israéliens parce qu'ils connaissent mieux la situation, ils connaissent mieux le terrain et ils savent très bien que ça va prendre plus de temps. Comme disait le colonel, on a eu une certaine décapitation, mais on parle d'un régime à des centaines de milliers de personnes avec probablement des millions même entre les gardiens de la révolution et les Bassidji. Donc on n'y est pas encore, même s'ils adorent crier victoire. Mais il y a quelques gains tout de même. Oh non, il y a clairement des gains de cieux. On va s'arrêter sur cette image, encore une fois, pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, elle est importante. L'image d'un sous-marin américain qui coule un navire de guerre iranien. La marine iranienne serait en partie détruite, disent les Américains. Il y a près de 20 vaisseaux qui auraient été détruits par les Américains. Un sous-marin détruit également. La marine, ça vous connaît, colonel Pierre de Jong. Est-ce que, de ce point de vue-là, précisément, c'était un enjeu majeur? Donald Trump l'a mis très vite sur la table. La marine iranienne, il l'avait dans le viseur. Il a réussi? Oui, la marine n'existe plus et l'armée de l'air iranienne n'existe plus. Donc les forces conventionnelles n'existent plus. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on voit bien qu'il va y avoir un rapprochement, le stand-off et stand-in. C'est maintenant que ça va se passer. Ils vont se rapprocher pour être plus efficaces, si vous voulez, sur le territoire iranien. C'est fondamental. Maintenant, cette revue de presse qui était très intéressante, en fait, il y avait un double problème qu'il gérait. Un, le problème du timing. 6 fois, il a prononcé le mot 4 jours. Lors de la conférence de presse, c'était... Donc c'était incroyable. 4 jours. On a fini par comprendre qu'il y avait 4 jours. Ça, c'est sûr qu'on a compris 4 jours. Ça veut dire qu'en fait, n'attendez pas rien de spécial au bout de 4 jours. C'est ça l'idée. Et non seulement ça, mais maintenant, à partir de maintenant, on va aller de plus en plus fort. On va montrer ce qu'on sait faire. Donc, ils l'ont toujours pas fait. Premier point. Et le deuxième point qui est très intéressant, c'est il a rétabli la communication avec Israël. Rappelons-nous les premiers jours, comme Trump était en vacances, il jouait au golf à Miami, et le samedi et dimanche, il était chez lui, dans sa maison, sa résidence secondaire. Donc, il est pas intervenu. Et en fait, ça a laissé un champ libre énorme à Israël pour communiquer. On a fini par croire que c'était Israël qui emmenait les États-Unis dans la guerre. Et là, ils ont établi en disant c'est nous qui sommes devant, Israël qui est derrière. Et c'est très important pour des raisons internes en fait. Ça, c'est très important ce discours-là. Alors là, je vais prendre ma respiration pour vous donner
Plein de chiffres, accrochez-vous. C'est la mise à jour du CENTCOM, c'est le centre de commandement américain ces toutes dernières heures, centre de commandement dans la région. Sur l'opération Fureur épique, sur la taille des forces, 50 000 troupes américaines déployées, 200 avions, bombardiers stratégiques incluant B2, B1, B-52. Sur les frappes, plus de 2000 cibles frappées, plus de 2000 munitions utilisées dans des frappes conjointes américaines-israéliennes. Campagne aérienne, bombardier B1, B2, sur des frappes chirurgicales en profondeur à l'intérieur de l'Iran. Et vous verrez que les Américains promettent d'aller plus loin à l'intérieur du pays dans les prochaines heures. Opération navale, vague de missiles de croisière lancés depuis des navires. Je reprends ma respiration. Est-ce que le point de bascule a déjà été atteint, comme le revendiquent en réalité déjà les Américains ? Un point de bascule militaire, c'est tout à fait probable. Mais c'est pas parce qu'il y a des gains militaires que la victoire des États-Unis et d'Israël est là. Et c'est ça la petite difficulté qu'il faut bien expliquer. Parce que on voyait tout à l'heure l'image du sous-marin iranien coulé au large du navire iranien coulé au large du Sri Lanka, pardon. Je vais y arriver. Ça dit quand même plusieurs choses. Les Iraniens sont capables d'aller aussi loin. C'est-à-dire que soit c'était un navire iranien qui avait prévu de revenir pour attaquer, soit il avait prévu d'aller ailleurs pour attaquer des forces américaines. Donc ils avaient anticipé un certain nombre de choses. On ne peut pas dire, les premières 24 heures, il y a eu une grande désorganisation côté iranien, mais on voit bien qu'avec ce commandement décentralisé qui est en train de s'opérer un peu partout dans le pays, il ne faut pas oublier que c'est un pays très vaste. Il y a toute une partie de l'Iran dont on ne parle absolument pas, qui est l'est de l'Iran, les frontières afghanes, où il peut y avoir des passes d'Aran qui sont planquées pour des mois et des mois. Donc il y a... Oui, vous avez raison Amélie, un tournant réel d'un point de vue militaire. Les chiffres que vous venez de donner donnent un peu le tournis, tellement c'est en nombre de missiles tirés, d'opérations faites en quelques jours. C'est très impressionnant. Ça ne dit pas que le système iranien, le système sécuritaire iranien, je ne parle pas du système politique, est complètement fichu. Et on y reviendra dans quelques instants parce que c'est absolument majeur, c'est central dans les enjeux qui sont sur la table.